Bienvenue sur Social Scaling. Dans cet épisode, on va parler d'un compte Facebook Ads type e-commerce qui vient d'atteindre les 210 000 euros de dépenses mensuelles en seulement 5 mois. On vous expliquera dans cet épisode ce qui a été mis en place pour atteindre un tel niveau et comment vous pouvez le répliquer sur votre propre compte. Donc sans plus tarder, bienvenue sur Social Scaling. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser la barrière des 1000 euros ou 1000 dollars de budget par mois sur la plateforme. Il vous est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Ça fait plusieurs fois que je le reçois, en l'occurrence, c'est le directeur de compte Arnaud Pinet. Comment ça va, Arnaud ? Écoute, merci encore de nous recevoir aujourd'hui, Antoine, et ça va très bien, et toi? Écoute, ça va super et comme tu le dis, moi je suis ravi de t'accueillir dès lors que tu as une très très grosse étude de cas de ce style à nous proposer. Donc si j'ai bien compris, toi tu vas nous parler aujourd'hui d'un compte e-commerce qui a eu un scaling d'à peu près x3 sur un montant initial qui était aux alentours de 60 000 euros, c'est ça? En effet, on va parler donc d'un compte européen présent actuellement dans 7 pays qui a triplé son budget publicitaire en moins de 6 mois, en Ok. fait. Pour donner un peu de contexte, ce client, il est dans l'industrie du textile, il propose des vêtements pour hommes majoritairement. Notre client, il a une présence assez forte au niveau historique sur une audience qui est par contre plutôt âgée. Il fait donc face à un réel défi qui est de trouver des nouveaux clients grâce au web et donc renouveler sa clientèle pour avoir des clients plus jeunes grâce au web. Ok. Le client, il souhaite donc faire de Facebook vraiment un levier principal pour augmenter ses ventes en premier lieu, mais également pour rajeunir sa clientèle, comme je le disais. Et notre client, il a une stratégie qui est très, très agressive, puisqu'au total, l'an passé, le client a dépensé à peu près 530 000 euros sur l'année entière. Rien que le mois dernier, on est arrivé à un total de 210 000 euros investis, soit 40% du budget annuel en un seul mois. Ouais, ce qui est absolument énorme et je suppose que si le client augmente ses budgets comme ça, c'est que les résultats suivent. Heu, Effectivement. Tu pourrais nous en parler un peu? Ouais, effectivement, tout d'abord, les résultats effectivement sont bien, présents et sont au rendez-vous. Sinon le client, comme tu l'as dit, n'augmenterait pas ses budgets et moi ce que je voulais partager avec vous, c'est, qu'est-ce que j'ai mis en place justement pour arriver à cette augmentation de budget? Donc tout d'abord, je vous parlerai dans un premier temps de la diversification des campagnes. Parce au début de l'année, l'intégralité de l'acquisition, elle se faisait par des offres très agressives avec des pourcentages de rabais importants. On parle de lots de produits, donc plusieurs t-shirts, plusieurs shorts, plusieurs polos par exemple, avec des rabais entre -60 et -80%. Donc vraiment des offres très, très agressives. On avait toutefois une limite avec ces offres-là. C'est qu'elles portaient sur des produits qui étaient prévus en quantité limitée. Il nous arrivait donc souvent de devoir couper en fait les campagnes malgré des performances qui étaient bonnes, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de stock à ce niveau-là. Bien Donc sûr. c'était vraiment un problème qu'on avait. Donc il fallait trouver de nouveaux moyens d'aller chercher de l'acquisition sans être conditionné par ces stocks, puisque une fois qu'on n'a plus de stock, en fait, on ne pouvait plus faire de campagne et donc l'acquisition s'arrêtait à ce moment-là. Donc de notre côté, on a fait des tests sur plusieurs types de campagnes. Pourquoi je parle de diversification de campagnes, effectivement, c'est parce que justement, on a été testé donc des campagnes type classique, donc des campagnes que vous retrouvez généralement sur Facebook, Mmh. avec vos audiences d'intérêt, voilà, vos paramètres publicité, vidéo, images, etc. Donc, on a été tester ce type de campagne également, mais avec des offres, on va dire, un peu plus evergreen, donc sans forcément des grosses promotions. On a également testé donc des campagnes d'ABA, donc Dynamic Ads Broad Audience. On a également testé donc des campagnes Advantage, des Advantage Plus Shopping, des audiences Advantage Plus également. Et on a testé également le format catalogue, enfin tous les formats qui pouvaient un petit peu exister sur Facebook. Honnêtement, on les a testés pour voir ce qui en ressortait. Et grâce à ces tests, on a pu bénéficier d'apprentissage et on a donc décidé de lancer des campagnes catalogues qui ont été les campagnes qui sortaient du lot lors de nos différents tests. Et pour le mois de juin, c'est plus de 40 000 euros qui ont été investis sur ces campagnes, à 43 000 euros exactement, si on veut être précis. Mais vraiment, ça a été aussi un vrai apport, ces tests, puisque ça, comme on le voit,
sur 200 000 euros, 40 000 euros, c'est quand même une grosse partie, c'est plus de 20% du budget qui ont été dépensés juste sur ce nouveau type de campagne, finalement. Effectivement, et il y a un point important que j'aimerais souligner à l'audience, mais toi, tu es dans une position où, ça va bien sur Facebook Ads, tu as quand même une bonne base de base, et là, un de tes premiers moves, ça va être de lancer des campagnes type Advantage+, type Catalog Ads, type DABA aussi, qui est la Dynamic Ads Broad Audience. C'est juste le fait d'utiliser une campagne, une Catalog Ads, sauf qu'au lieu de faire du retargeting, vous lancez ça en acquisition. Donc ça va te permettre de pallier au problème de quantité de stock, parce que effectivement, tu ne peux pas être automatiquement au courant lorsque la publicité sur laquelle, qui redirige par exemple vers un t-shirt, lorsque ce t-shirt n'a plus de, n'a plus de stock. Toi, tu peux pas être au courant nécessairement que ce t-shirt n'est plus en stock, donc tu l'apprends un peu, soit c'est le client qui te le dit, soit tu vois que tu vends plus du tout avec cette publicité, donc tu es obligé de changer. Donc effectivement, ça fait énormément de sens d'avoir des campagnes un peu plus automatiques, c'est-à-dire qui discutent, qui échangent automatiquement avec le e-shop de ton client, et elles se populent, elles montrent les produits qui sont tout le temps, en stock. Là, tu nous as mentionné, donc tu as fait une diversification des campagnes, je prends des notes en même temps que tu parles, mais pour le coup, ça représente, je dis ça comme ça, mais ça représente 40 000 euros. Je suppose que tu as fait d'autres choses aussi qui ont pu faire pencher un peu plus la balance. Exactement. Donc de notre côté, on a également songé à comment augmenter la notoriété de la marque, puisque comme vous le voyez, avec des gros budgets comme ça, on peut se permettre d'avoir des budgets branding. Et un conseil que je vous donne quand même si vous avez des petits budgets, c'est toujours bien d'avoir quand même une petite campagne de branding sur le côté qui vous permet de gagner en notoriété. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également ajouté de la notoriété. On sait que c'est important, bien que c'est pas les campagnes, on le sait, qui vont nous rapporter des achats et qui vont générer du cash directement. On est très conscient là-dessus. Mhm. Mais on a quand même voulu lancer des campagnes de vidéo views, donc pour Très tous bien. les pays que nous avons en ligne, et sur nos marchés principaux. En plus de ces campagnes de vidéo views, on a lancé des campagnes de génération de leads afin d'augmenter en fait la base de données au niveau des prospects pour notre client. Tout simplement parce que le mailing, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus dans sa stratégie web au global. On sait que ça représente quand même généralement au moins 20% des achats pour un e-commerce, pardon. Donc voilà, nous de notre côté, on s'est dit, ok, là on a du budget, les résultats sont bons. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aller augmenter la notoriété? Donc voilà, vraiment campagne vidéo views très classique, avec des publicités très branding, hein. On ne cherche pas du tout à vendre dessus. D'accord. Et campagne de génération de leads avec petite offre à la clé, avec un moins 10 euros sur la première commande lorsque les gens s'inscrivent. Pareil, très classique, mais toujours efficace. Et sur le mois passé, finalement, ces campagnes brand, elles représentent 6 500 euros. Alors là, encore une fois, sur 200 000 euros, c'est pas grand-chose. Mais vous voyez, C'est quand 40 même, 000 euros en plus, 6 000 euros en plus. Petit à petit, on arrive à scaler et à scaler de manière assez importante, quoi. 6 000 euros, mine de rien, tu peux te dire, si j'avais mis ces 6 000 euros, sur de la conversion, j'aurais pu avoir peut-être plus de ventes. Donc là, c'est clair que tu fais un investissement à long terme. J'aimerais juste te poser une question par rapport aux publicités et aux audiences. On va commencer d'abord par les audiences. Les audiences que tu utilises dans ces campagnes de notoriété slash lead, est-ce que ce sont les mêmes audiences que tu utilises en conversion achat? À savoir, c'est celles qui t'apportent le plus de résultats. Généralement, oui. Et en même temps, comme on utilise beaucoup des audiences Advantage, plus shopping aussi pour nos campagnes de conversion, nous, on va partir sur du broad au niveau de tout ce qui est notoriété. Donc, pourquoi j'ai dit oui? Parce que les audiences broad et Advantage Plus, au final, on les limite pas trop, C'est un on peu les la même laisse chose, ouais. assez larges. Mhm. C'est ça. C'est pas exactement les mêmes audiences, mais dans la finalité et dans l'intention, effectivement, c'est à peu près la même chose quand même. Et en termes de publicité, par rapport à ce que tu utilises sur l'acquisition, donc la conversion, est-ce qu'il y a une très grosse différence en termes de contenu? Est-ce qu'il y a une très grosse différence en termes de format? Tu as parlé notamment des vues de vidéo, donc tu utilises plus de la vidéo en notoriété. Est-ce que c'est le cas aussi en acquisition? En fait, si je te pose la question, c'est juste pour savoir, est-ce que tu déclines déjà ce qui fonctionne en conversion de la notoriété slash du lead gen? Effectivement, on a quand même beaucoup des vidéos
brandées. Donc, c'est des publicités sur lesquelles on va vraiment chercher à augmenter la notoriété de la marque, mais on va pas du tout chercher à les vendre. Ces vidéos-là, elles sont vraiment pour augmenter la confiance des gens qui voient nos vidéos à travers des témoignages, par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Mais quand les personnes voient nos vidéos, on veut pas qu'ils se disent, bah, cette marque-là, ils essayent de me vendre quelque Ouais. chose. C'est simplement vraiment pour augmenter cette notoriété et avoir un maximum de visibilité sur Internet parce que, comme je le disais, la, la base de clients est quand même plutôt âgée. Ouais. Donc, en allant chercher des vues de vidéos sur Instagram et sur Facebook, on a la possibilité justement de faire connaître notre marque à des personnes plus jeunes qui Oui. sont pas forcément au courant que notre marque existe en fait finalement. Et surtout, je tiens à le préciser, mais beaucoup moins cher parce que les coûts par 1000 impressions, donc les CPM qui sont utilisés pour des objectifs comme, la génération de leads, mais surtout pour de la vue de vidéo ou de la portée, c'est très, 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 inférieur à ce que vous pouvez retrouver sur du coût par achat. Parce que là, vous demandez un truc beaucoup plus compliqué à Meta. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que tu vas toucher du monde très, très vite, très peu cher et puis derrière, à toi derrière de convertir avec du retargeting et cetera. Si je te posais ces questions par rapport à la déclinaison, c'est parce qu'on a un autre exemple chez J7 Media d'un e-commerce pour le coup qui devait être aux alentours de 80 000 dollars de budget par mois et il se réservait un 8 000 / 10 000 dollars de budget sur de la déclinaison d'objectifs, c'est-à-dire qu'il reprenait ses campagnes de conversion, sauf qu'il l'appliquait en trafic ou en add to cart. Et l'idée, c'est parce que, c'est pour ça que je te posais la question, c'est parce que l'idée, c'est que comme il déclinait purement les audiences et les publicités qu'il utilisait, il savait déjà que sur ces audiences, ça fonctionnait, il savait que sur ces publicités, ça fonctionnait. Donc l'idée, c'était de payer moins cher ses CPM pour aller chercher une clientèle ou une audience qui fonctionnait et qui était déjà qualifiée à son offre. C'est pour cette raison. Mais toi, du coup, je comprends que c'est purement et simplement pour aller rajeunir l'audience pour moins cher et commencer à élargir un peu plus ton spectre en fait d'activité. Donc ça, c'est compris pour moi. Et les offres agressives, est-ce que vous les continuez? Parce que ça, c'est quelque chose dont tu parlais au début. Oui, tout à fait. Ça reste notre stratégie principale dans tous les cas. Mais on a amélioré ces campagnes à travers des tests, encore une fois. On fait 2 types de tests en permanence sur les offres agressives. On fait des tests de créatifs. Donc tout simplement, on utilise un template pour des produits qu'on diffuse sur plusieurs marchés afin de voir si notre créatif a des opportunités de devenir winner sur l'ensemble des marchés ou bien seulement sur un ou 2 pays. Et ensuite, une fois qu'on a ce visuel winner, à chaque fois qu'on lance une nouvelle référence, on l'applique, on le lance, on regarde les résultats. Et depuis, pour te donner un ordre d'idée, au début, quand on lançait les campagnes sur les offres agressives, on avait 3 visual winners en début d'année. Actuellement, quand on lance maintenant des offres, on a 8 visual winners vraiment qui ont marché et qui ont fait leurs preuves sur tous les marchés. Et donc, qui nous donnent en fait beaucoup plus de chances de faire marcher nos campagnes et surtout de les faire durer dans le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Plus vous allez avoir d'assets winners, si vous avez une stratégie qui revient, on va dire, à chaque fois, plus lors de vos lancements, en fait, vous allez avoir d'opportunités de que la campagne marche et de deux, si elle marche, de la scaler et de la faire durer le plus longtemps possible. Donc ça, c'est vraiment les premiers tests, le premier type de test qu'on fait. Et également, donc, on fait des tests stratégiques. Donc, on continue de challenger nos campagnes avec des tests d'audience, de type de campagne. Comme je le disais tout à l'heure, on utilise beaucoup les campagnes Advantage+, mais ça ne nous empêche pas de tester les nouveautés proposées par le Ads Manager, comme par exemple le highlight du code promo. C'est quelque chose qui est très basique, on peut penser qu'il est très futile, mais on a vu que nous, de notre côté, depuis qu'on les highlight, bah finalement, on a des meilleures performances. Donc, tu vois, tout ce genre de nouveautés, on les teste. Mais également les améliorations proposées par Facebook, l'ajout du catalogue à nos publicités, qui finalement, le catalogue, lui, propose des vêtements à prix plein, tandis que nos visuels d'offres sont des offres très agressives. Mais on a vu que, bah, par exemple, ça pouvait augmenter notre bon de commande moyen. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi. Les retouches de visuels automatiques par Facebook, tout ce genre de choses, en fait, toutes les petites nouveautés que Facebook va nous proposer, on va aller les tester, on va aller challenger une publicité classique ou une publicité winner telle qu'elle était paramétrée avant, avec une publicité qui inclut ces nouveautés, en fait. Et on va le faire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pubs. Et on va faire à la fin un bilan en se disant, bon, bah, ok,
On a fait 6 tests. Sur 6 tests, il y en a 5 fois, ça a été meilleur. OK, on met en place ces choses-là. Et grâce à ces tests, en fait, on a pu améliorer la performance de nos campagnes historiques, je dirais, et donc encore plus dépenser sur ces campagnes-là. Je pense aussi à clarifier quelque chose pour l'audience qui nous écoute. Quand on parle de creative winners, ce sont des créatifs qui ont passé un certain nombre de conversions, on va se dire une dizaine, voire une vingtaine en fait. Et dès lors qu'elles ont dépassé ce volume de conversion, on peut estimer qu'elles sont fiables, entre guillemets, et qu'on peut commencer à construire dessus. Parce qu'on va évidemment pas passer de temps à construire des déclinaisons sur des publicités qui ont très peu de conversions, même si elles ont eu de très bonnes conversions. Mais vous le savez très bien, il suffit d'avoir un peu de chance au début. On dépense, je sais pas, 50 €, on a deux trois conversions, waouh, incroyable. Et en fait, finalement, la publicité s'effondre petit à petit. Donc l'idée, c'est quand même d'attendre que ça fonctionne pour de vrai et ensuite travailler dessus. Je reviens à toi, Arnaud. Tu parles d'audience juste avant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'aurais même une question après sur l'audience jeune, parce que c'est une problématique que tu as soulevée. Sans problème. Comme je l'indiquais précédemment, donc on utilisait uniquement des offres agressives sur des audiences d'acquisition en début d'année. Et on a donc saisi les opportunités que nous avions, à savoir lancer des audiences inutilisées encore, le retargeting, puisque là, je vous parlais vraiment uniquement d'acquisition. Donc là, on l'a mis en place assez récemment et on fait pas mal de tests sur ces campagnes au niveau des différentes audiences, parce que le retargeting, ça peut englober plein de choses. Ça peut englober les visiteurs, ça peut englober l'engagement que vous avez sur vos pages Facebook et Instagram, les vidéos views, on en parlait tout à l'heure avec le branding, les add to cart, mais également on fait des tests au niveau de la durée. On est en train de tester 180 jours, VS 90 jours, VS 30 jours. Potentiellement, on va tester peut-être VS 15 jours aussi. On va peut-être tester aussi 365 jours. Donc ça, là-dessus, vous voyez les possibilités de test sur le retargeting. Elles sont vraiment quand même assez grandes. Quand on parle de retargeting, on se dit souvent, bon, bah voilà, on recible des gens, on recible des visiteurs. Et puis, non, le retargeting, vous avez vraiment l'opportunité de tester un maximum de choses. Et je pense que nous, personnellement, je pense qu'avec ce client-là, on a des tests là pour tout l'été. Honnêtement, pendant 2 mois, on va être en mode test à fond, quoi. Et donc, ces campagnes-là, finalement, c'est une nouvelle façon, encore une fois, d'apporter du budget, d'augmenter les budgets, tout en gardant des performances intéressantes, puisque quand on parle à une audience qui est déjà engagée et qui nous connaît un petit peu, elle est plus à même de convertir. Donc, ces tests-là, tu vois, personnellement, je suis assez confiant. On en a déjà lancé un petit peu. Sur le mois passé, ça représente 4 500 €. Donc, encore une fois, petit budget pour le moment. Ouais, Mais mais il n'est ça pas impossible s'accumule. qu'on se revoie dans 6 mois, Antoine, Mmh. et que je te dise, bah, finalement, les campagnes retargeting, là aussi, c'est comme les catalogues, on est à 40 000 € par mois. C'est pas du tout impossible qu'il y ait cette conclusion d'ici quelques mois. Et puis, on vient également de lancer en début de mois des campagnes de fidélisation client. Donc, là, juste pour vous donner un petit peu de contexte, de base, vraiment, la volonté du client, c'était d'aller chercher de l'acquisition, nouveaux clients, nouveaux clients, nouveaux clients. Étant donné qu'on est arrivé à un moment où on investit déjà pas mal, qu'on a des très bons résultats, que l'acquisition se passe très bien, avec le client, on a pu discuter. Et donc là, on a lancé en début de mois des campagnes de fidélisation. Mais ici, j'ai pas encore assez de data pour vraiment vous en parler, pour vous dire si ça marche bien, ça ne marche pas. Mais notre objectif ici, c'est d'aller encore chercher du budget supplémentaire et des commandes supplémentaires en reciblant par contre cette fois-ci les clients déjà existants. Donc c'est-à-dire pour mon client, c'est-à-dire les clients qui ont acheté dans les 12 derniers mois. D'accord. Est-ce que tu exclus les acheteurs dans les 30 derniers jours? Non, même pas, parce qu'on a le droit d'aller les recibler également. Ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à mon Bien client. sûr. De base, c'est peut-être que quelque chose que j'aurais fait, mais là, la consigne a été de, même si la personne a acheté il y a 2 jours et qu'elle veut racheter, let's go, on y va. Sa LTV augmentera, donc à ce niveau-là, c'est vraiment l'objectif d'aller chercher, faire augmenter en fait la LTV des clients surtout. Je tiens à préciser aussi une chose à ceux qui nous écoutent, mais là, en fait, Arnaud, tu mentionnes le fait que tu segmentes beaucoup ton retargeting pour le tester. Les personnes qui, je dirais, ne dépensent pas depuis quelques mois plus de 1 000 € ou 1 000 $ de budget par jour sur la plateforme, en vérité, je vous déconseille de faire des tests d'ultra segmentation comme ça, parce que vous risquez juste de perdre de l'argent. Je vous conseille plutôt de rester sur des bassins d'audience assez volumineux, parce que bon, je connais un petit peu l'annonceur, effectivement, il est très très gros, il a beaucoup de trafic, donc ça fait du sens
Et puis il y a beaucoup de budget à dépenser, donc ça fait du sens de faire des segmentations de ce style. Mais si vous dépensez moins, restez simple pour l'instant et de toute façon, concentrez-vous sur l'acquisition. Ce que je voulais dire aussi, c'est pour les personnes justement qui sont dans le cas dont tu parlais. Peut-être un des tests que je recommanderais quand on est comme ça pour des clients plus petits, c'est potentiellement juste d'aller chercher un test entre la durée. Si vous avez par exemple 90 et 180 jours, faites un stack de retargeting comme Antoine l'a Oui, dit. ouais, je vois ce que tu veux Donc dire, OK. mettez vraiment tout dedans et puis allez tester 180 vs 90 jours par exemple. Mais voilà, comme l'a dit Antoine, sinon ne vous embêtez pas à être ultra segmenté comme ça. Mais par contre, si vous avez du but, c'est toujours intéressant parce que au niveau des résultats, ça va nous dire si notre stratégie branding elle est bonne, par exemple, parce qu'actuellement on fait beaucoup de campagnes vidéo views. Là, on va recibler les personnes en vidéo views, donc avec un certain pourcentage de vidéo views, puisque ça aussi, encore une fois, c'est aussi des tests qu'on va pouvoir mener. Mais là encore, c'est vraiment très spécifique. Mais effectivement, si on voit que par exemple les audiences de visiteurs marchent mieux que les audiences de vidéo views, on va aller changer notre stratégie de branding pour aller chercher du trafic finalement et non pas de la vidéo views. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui va amener à nous confirmer ou à infirmer notre stratégie qu'on a à l'heure actuelle au niveau du branding. J'ai une autre question parce que tu as mentionné ça, cette problématique. Après, on va revenir sur le budget, mais tu as mentionné cette problématique de rajeunir l'audience. Est-ce qu'à l'heure actuelle, par rapport à ce que tu as mis en place ces derniers mois, tu as noté une différence d'achat dans, les audiences plus jeunes? C'est-à-dire, je te dis si ouais? Ah Yes. vas-y, si tu as un peu des chiffres, ça peut être intéressant là. Ouais, effectivement, nous, on le voit en fait sur le volet, catalogue, puisque c'est un client qui fonctionne beaucoup par Ouais, catalogue. La moyenne d'âge est au-delà de 55 ans. Donc, effectivement, vous voyez que c'est quand même une audience très âgée. Par contre, sur le volet e-commerce via Facebook, la moyenne d'âge est de 40 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a, et on le voit aussi sur Facebook de notre côté au niveau de la ouais, distribution et des surtout ça, achats ouais. qui, Mmh. qui se font. Effectivement, on a des achats qui arrivent, qui proviennent. Alors, pour les 18-25, c'est encore un peu compliqué. On a encore un petit peu de mal Bien sûr, puisque bah oui. notre client est pas forcément très axé mode, il est plus axé vêtements pratiques. Donc forcément, on a encore un petit peu de mal à s'adresser à cette génération-là. Mais par contre, sur les 25-34 et 35-44, on a vraiment une belle augmentation. J'ai pas les chiffres, je peux pas vous Bien donner sûr. le nombre de commandes et le pourcentage exact. Mais effectivement, nous, je sais que la moyenne d'âge quand même est beaucoup plus faible sur le volet e-commerce via Facebook que sur leur volet historique qui sont les catalogues. On a quand même 15 ans d'écart de moyenne. Ouais, donc tu as quand même vraiment noté que par rapport à ce que tu as mis en place, il y avait une amélioration, graduelle, c'est-à-dire un «rajeunissement» entre guillemets des gens qui achètent via tes publicités sur Facebook. C'est ça ma question. Ouais, effectivement. Puis nous, ce qu'on avait testé au début, c'était justement de mettre des audiences uniquement au-delà de 35 ans, puisque c'était la demande du client en début d'année. Mais à travers nos tests d'audience, en fait, on a pu voir que en mettant l'âge minimum à 25 ans, finalement, nos résultats ne baissaient pas. Les performances étaient assez similaires, mais on arrivait à aller chercher des gens dans la tranche d'âge 25-34. Génial. On avait fait les tests sur les 18-20. C'était un peu plus compliqué, donc on a décidé pour le moment, en tout cas, de les exclure. Mais c'est quelque chose qui, à l'avenir, on va aussi aller essayer d'aller les chercher. Mais il va nous falloir peut-être des publicités vraiment plus spécifiques à ces Plus personnes-là. axé jeune, ouais, c'est Mais sûr. c'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, plus sur des formats Reels, peut-être plus, effectivement, peut-être aller chercher des campagnes full Instagram, par exemple, des choses comme ça. Mais bon, ça, c'est effectivement dans les tests à venir dans les prochains mois. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, c'est aussi un objectif d'aller parler à cette audience de 18-24. Petite dernière question, mais tu nous as promis un scale de x3. Là, si je fais les calculs, tu nous rajoutes 40 000, tu nous rajoutes 8 000, tu nous rajoutes 6 000, mais il manque une bonne partie là, on est d'accord? Yes, il manque aussi, donc comme je l'ai dit, il y a une certaine partie qui a été sur nos campagnes d'offres agressives, hein, bien entendu, puisqu'on a amélioré les résultats, etc. Mais je souhaitais en parler en dernier, car c'est pas une opportunité qui s'ouvre à tout le monde. Mais nous avons eu la chance de pouvoir lancer en fait deux nouveaux marchés D'accord, OK. en ciblant deux nouveaux pays. Le client, il était déjà présent dans ces pays-là via ses catalogues, mais il avait aucune présence numérique Ouais. dans ces pays-là. On a donc lancé nos meilleures campagnes dans ces deux pays, ce qui nous a permis d'augmenter également le budget global
Et pour tout ce qui est lancement, je vous renvoie sur un épisode de Social Scaling qu'on avait eu la chance de faire ensemble, Je Antoine, cherche. où on parlait Ouais, je l'ai des... trouvé. C'est les conseils d'un compte Facebook Ads sur 7 marchés géographiques qui est précisément il y a 3 mois, donc le 13 mars. Voilà. Donc si vous voulez aller le voir, écoutez, je vous l'affiche à l'écran. Et j'en profite aussi parce qu'il y a un autre épisode qui devrait vous intéresser si vous êtes à peu près dans le même domaine. C'est l'épisode avec Justine Gagné, un épisode qui s'appelle Plus d'1 million de budget Facebook Ads par an, étude de cas, qui est sorti le 14 février. Je vous l'affiche aussi ici. On parle globalement de la même chose, sauf que celui-ci n'est pas sur plusieurs marchés. Je te redonne la parole, pardon Arnaud. Très bon podcast d'ailleurs avec Justine, on échange assez régulièrement pour se donner des petits tips et on essaye de s'entraider aussi. Donc je vous conseille aussi d'aller écouter Ah ok, celui-ci. bah ouais, autant que ça serve à tout le monde. Ouais. C'est ça, ouais. Et mais sinon, donc effectivement, par rapport à ces lancements-là, ça a été vraiment une opportunité de scaling de notre côté, puisque ces deux pays-là, on parle quand même d'un lancement avec 6 campagnes d'acquisition, une campagne de branding, une campagne de lead gen, donc 8 campagnes au total. Donc voilà, ça fait quand même des opportunités pour aller scaler et pour aller chercher des commandes en plus et du chiffre d'affaires en plus également. Bah, clairement, j'ai pris des petites notes pendant que tu parlais pour faire un peu la synthèse de ce que tu as mis en place. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, Arnaud, tu as utilisé la diversification de tes campagnes, c'est-à-dire que tu avais des campagnes un peu standards et tu as commencé à mettre des campagnes un petit peu plus, donc du Dynamic Ads, du DABA, du Advantage Plus, des trucs qui fonctionnent bien dès lors que tu as déjà une bonne base. Tu as mis un peu de budget sur du branding. L'idée, c'est de rajeunir ton audience et en plus d'aller toucher plus de monde pour moins cher. Tu utilises aussi du lead gen. L'idée, c'est de faire de l'emailing derrière, donc, parce qu'on le sait, l'emailing, une fois que tu as accès à un email, cet email, finalement, ne te coûte plus rien et ça peut t'apporter énormément de liquidité qui peut être réinjectée en Facebook Ads. Tu fais énormément de tests de créa. Tu nous parlais qu'au début de ta collaboration, tu devais avoir 1 ou 2 publicités winner et maintenant, à chaque fois que tu lances une nouvelle offre, tu sais que tu as 8 créatifs au concept qui fonctionnent à chaque fois, donc tu le réutilises. Tu fais des tests d'audience, tu fais des tests de paramétrage aussi, chose que je recommande. Je recommande les tests de paramétrage dès lors que vous avez des choses qui fonctionnent. Ça sert à rien de tester des paramétrages si vos publicités de base ne fonctionnent pas, ça ne changera absolument rien, ça je peux vous l'assurer. Tu fais de la segmentation, du retargeting, ce qui te permet d'ouvrir un petit peu plus de campagnes. Tu as ouvert aussi des campagnes de fidélisation de clients. Et pour terminer, eh bien, tu fais des ouvertures de pays. Et en fait, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, vous faites x1, x2, x3, x4 en fonction des pays, des pays que tu lances. Parce que c'est littéralement ça. C'est tout ce que tu nous as dit, tu l'appliques sur le pays A, le pays B, le pays C, etc. etc. Ce qui fait qu'au final, tu passes de 60 000 à 210 000 euros de budget par mois. Avec les résultats qui suivent, bien entendu, parce que sinon, augmenter les budgets pour augmenter les budgets, c'est ça, le client aurait pas été très content, mais effectivement, là, avec cette augmentation de budget x3, en fait, le chiffre d'affaires, lui, a fait x4. Donc, vous voyez, oui, il s'y retrouve totalement. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à l'audience qui nous écoute sur cette thématique ou même quelque chose que tu as remarqué récemment et que tu aimerais partager avec nous? Au niveau du scaling, comme tu le disais, en fait, précédemment dans le petit récap, c'est vraiment, n'y allez pas non plus trop fort, en fait. Comme tu l'as dit, oui, nous on fait beaucoup de segmentation parce que le budget nous le permet. Mais malgré aussi, tout, même si le volume c'est d'audience ça, vous le permet aussi. c'est ça. Mais même si on a ce budget et ces volumes-là, je sais que personnellement, quand je lance un test, je le lance pas sur 8 marchés d'un coup. Bah oui. Parce que si on le lance sur 8 marchés d'un coup, c'est 8 fois du budget de testing et c'est 8 fois la possibilité de se planter également, puisque tous nos tests ne sont pas gagnants, hein, bien entendu. Comme vous l'avez vu, j'ai lancé énormément de tests, puis au final, il y en a que quelques-uns qu'on a retenus. Donc moi, vraiment, mon conseil ici, c'est le testing, oui, et vous devez en faire, mais faites-le surtout intelligemment et ne ruinez pas en fait tous vos efforts que vous avez mis sur vos campagnes, sur votre structure de compte qui marche bien actuellement, en lançant trop de tests d'un coup, ce qui va faire en sorte que si ça ne marche pas, votre ROAS va baisser, votre CPA va augmenter, votre client va être moins content parce que vous avez mal géré votre budget. Ouais. Donc vraiment, le conseil, ça serait du testing, oui, mais avec une gestion de budget quand même qui est réfléchie à ce niveau-là. Généralement, moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas avec mes clients,
c'est par rapport au budget total, avoir un budget de testing qui ne dépasse pas les 10% D'accord. généralement, parce que ça me permet en fait de continuer à avoir la main mise sur les résultats du compte, puisque 90% du budget en fait est dépensé sur des campagnes que l'on connaît bien et où on a déjà on a notre data, on a de l'expérience avec ces campagnes-là. Tandis que si vous mettez plus de, je sais pas, 50% du budget en test, par exemple, sur un mois, bah, au final, il y a 50% des résultats que vous allez plus ou moins connaître à l'avance, entre Ouais, guillemets. ouais, Mais par contre, vous ouvrez à 50% d'inconnus, en fait. bien sûr. Et bah, forcément, un ratio de 1 sur 1, bah, c'est compliqué à avoir des bons résultats avec ça. Donc, moi, je vous conseille vraiment, allez pas au-dessus. Alors, moi, c'est 10% par exemple, pour ce client-là, parce que voilà, on a des gros budgets, donc 10%, Ça représente. ça me permet Mm. déjà, ouais, de faire quand même pas mal de. Mais honnêtement, même sur les plus petits comptes, moi, j'essaie toujours d'être entre 10, 20% au maximum si vraiment on a besoin de faire des tests parce qu'on sait que voilà, certaines campagnes s'essoufflent ou on est en manque de créatifs ou des choses comme ça. On peut dépasser ce 20, 25%, mais vraiment au-delà, moi, je trouve que c'est trop aléatoire après et on a moins de maîtrise sur nos comptes. Donc, moins de maîtrise égale plus de volatilité des résultats, égale potentiellement plus de frustration chez le client parce que les résultats ne suivent pas. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est là où on arrive un peu dans la zone tendue de se dire, bah, ouais, mais on faisait des tests, c'était pour après, mais au final, Bien sûr, ouais. les résultats ne sont pas présents et le cash flow, c'est quelque chose qui est très important généralement aussi dans les entreprises e-commerce. Donc, pensez bien à ce cash flow-là et mettez les choses vraiment à plat avec votre client en lui disant, bah voilà, moi j'aimerais avoir tant de budget de test, est-ce que ça te convient? Parce que c'est du budget sur lequel on n'est pas sûr des résultats. Bien sûr. C'est un conseil hyper pertinent que tu viens nous donner. Je pense que ça encadre bien tout ce qu'on a dit effectivement. C'est faites des tests, mais faites effectivement attention à votre liquidité et forcément alors et surtout au début les tests, on sait pas trop. Après vu qu'on commence à avoir des succès, les déclinaisons, généralement, on sait à peu près où on met les pieds, mais c'est certain qu'à la fin de toute façon, c'est Facebook Ads qui décide, c'est pas vous. Donc effectivement, c'est très pertinent. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. Bah, merci beaucoup à toi, Antoine, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir Bah, d'échanger avec toi. plaisir partagé. Et puis n'hésite pas si tu as d'autres études de cas de ce style. Merci donc ah, j'ai du mal à le dire. Merci d'être venu merci d'être venu me voir, Arnaud. Voilà, je vais arriver à le dire. Merci d'être arrivé. Ah bon, tant pis. Merci Arnaud. Merci à tous de nous avoir suivis sur Social Scaling. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à nous partager. Ça vous prend absolument zéro temps. Et nous, ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast à plus de monde. D'ailleurs, j'en profite aussi. Je vois que vous êtes de plus en plus à nous suivre sur YouTube, c'est excellent. N'oubliez pas aussi que le podcast se trouve sur Apple Podcasts, Spotify, etc., etc. Donc si vous avez envie de suivre uniquement en audio, c'est tout à fait possible. Il suffit de vous rendre sur les plateformes d'écoute, vous nous trouverez très facilement. C'est tout pour aujourd'hui et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.